Le G7 dénonce un nouveau crime de guerre en Ukraine. Hier, un missile russe a frappé un centre commercial. D'après Kiev, 1000 personnes étaient dans le bâtiment. 46 migrants ont été retrouvés morts dans un camion au Texas. Ils pourraient avoir succombé à la chaleur. 16 passagers du semi-remorque ont été retrouvés vivants. Ouverture à Lisbonne d'une conférence internationale pour la préservation des océans. Si nous échouons, il y aura des effets en cascade, prévient le chef de l'ONU. Condamnations unanimes du G7 après le bombardement du centre commercial de Kremenchuk, dans le centre de l'Ukraine. Le bilan provisoire est de 16 morts et de plusieurs dizaines de blessés. Les missiles sont tombés en plein sommet, peu après l'intervention du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Son message, pas question de négocier maintenant avec Moscou. La nouvelle ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, condamne le ciblage de civils. La Russie doit être tenue responsable de ses actes, affirme-t-elle. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken déclare également que la Russie et les responsables d'atrocités devront rendre des comptes. De son côté, le Premier ministre britannique Boris Johnson condamne la cruauté et la barbarie de Vladimir Poutine. Les dirigeants ont promis de poursuivre leur aide financière, humanitaire, militaire et diplomatique à Kiev. Nous avons tous assuré que nous continuerons à soutenir l'Ukraine dans sa défense contre la Russie. Ce qui est clair, c'est que cette guerre est une rupture profonde dans les relations internationales. Tout à l'heure, j'ai très consciemment appelé cela un tournant. À cause de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, toutes les règles, tous les accords que nous avons conclus les uns avec les autres sur la façon de coopérer entre États ont été brisés. En particulier l'idée que les frontières ne doivent pas être déplacées par la force. À Kremenchuk, les soldats ont travaillé tard dans la nuit pour essayer de dégager les poutres en acier du centre commercial détruit. Environ 1 millier de personnes étaient présentes dans le bâtiment au moment de l'attaque. Moscou prétend ne pas viser de civils dans ce qu'elle nomme une intervention militaire spéciale. L'OTAN veut sortir de l'impasse politique pour permettre à la Finlande et à la Suède de rejoindre l'Alliance. La Turquie s'oppose à l'adhésion des 2 pays scandinaves. Pour essayer de convaincre Ankara, le secrétaire général de l'OTAN organise mardi une réunion avec les présidents turcs et finlandais et la première ministre suédoise, quelques heures avant le début du sommet de l'Alliance à Madrid. L'une des questions soulevées par la Turquie concerne la réponse de la Suède aux demandes turques d'extradition. Ces questions sont traitées rapidement et soigneusement par nos services juridiques en accord avec la Convention européenne sur l'extradition. La Suède n'est pas et ne sera pas un refuge pour le terrorisme. Helsinki et Stockholm ont déposé leur demande d'adhésion après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais Ankara veut voir les 2 pays renoncer à leur soutien au PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, ainsi qu'à d'autres organisations pro-kurdes. Pour les experts, il faut trouver un accord compte tenu du poids de la Turquie au sein de l'Alliance et de son engagement face au conflit en Ukraine. La Turquie, de par sa situation géographique, mais aussi de par son orientation politique, a un rôle très important à jouer concernant la guerre russe en Ukraine, en essayant de limiter l'action russe, par exemple à travers une limitation de l'accès à la mer Noire, ce que peut faire légalement Ankara. Il y a aussi une assistance à travers l'envoi d'armes dont les Ukrainiens ont besoin pour pouvoir s'imposer sur le champ de bataille. That the Ukrainians need to be able to prevail on the battlefield. La Turquie souligne toutefois que cette rencontre prévue avec les dirigeants scandinaves ne signifie pas nécessairement un changement de position. Un nouveau drame de l'immigration clandestine aux États-Unis. 46 migrants ont été retrouvés morts dans un camion à San Antonio, au Texas. La plupart pourraient avoir succombé à la chaleur et à la déshydratation, selon les premières constatations des enquêteurs qui n'ont pas retrouvé d'eau à bord du semi-remorque.
16 personnes, dont 4 enfants retrouvés conscientes, ont été hospitalisées. Elles souffraient de coups de chaleur et d'épuisement, selon les pompiers sur place. On ignore à ce stade l'origine des migrants. La découverte macabre a été faite à environ 240 km de la frontière avec le Mexique. Le gouverneur républicain du Texas a pointé la responsabilité sur Joe Biden. Depuis l'arrivée du président démocrate à la Maison-Blanche, les arrivées de migrants clandestins ont fortement augmenté, malgré les efforts de Washington d'endiguer l'afflux migratoire. Nous sommes face à un état d'urgence des océans. Un cri d'alerte lancé par le secrétaire général de l'ONU à l'ouverture d'un sommet international à Lisbonne consacré à la préservation du monde marin. Politiques, experts et ONG sont rassemblés pour 5 jours avec la volonté de trouver des solutions pour éviter les effets en cascade qui menacent l'environnement et l'humanité. Le réchauffement de la planète porte la température des océans à des niveaux records, ce qui entraîne des tempêtes plus violentes et plus fréquentes. Le niveau des mers s'élève. Les pays insulaires de faible altitude sont menacés d'inondations, tout comme de nombreuses grandes villes côtières du monde, a prévenu Antonio Guterres. Pollution plastique, surpêche, acidité, les menaces sont multiples pour les mers qui recouvrent plus des 2/3 de la surface de la planète. Les participants de la conférence de Lisbonne discuteront des propositions pour y faire face sous la pression des militants mobilisés dans la capitale portugaise. Les débats seront variés, de l'interdiction des sacs plastiques à un moratoire pour protéger les fonds marins de l'exploitation minière. Une coalition rassemblant près d'une centaine de pays préconise aussi une mesure phare pour déclarer des zones de protection couvrant 1/3 de la planète. Une fuite de gaz toxique a fait au moins 12 morts et 250 blessés au port d'Aqaba, dans le sud de la Jordanie. Selon les autorités jordaniennes, une citerne de gaz toxique est tombée d'un bateau, laissant échapper du chlore. Une plage au sud de cette station balnéaire a dû être évacuée. Le port d'Aqaba est le seul port maritime de la Jordanie et constitue un point de transit essentiel de ce pays du Moyen-Orient. Un phénomène et des images inhabituelles en Europe. Cette impressionnante tornade a fait au moins 1 mort et 10 blessés lors de son passage dans une ville du sud des Pays-Bas. Les tuiles d'au moins 4 toits de maisons ont été arrachées et se sont envolées dans les airs. Les tornades sont des tourbillons de vent violents qui touchent particulièrement le centre des États-Unis. Bienvenue à Cortina d'Ampezzo, en Italie, point de départ et d'arrivée du Lavaredo Ultra Trail, l'une des courses de montagne longue distance les plus emblématiques d'Europe. Notre spécialiste du trail, Euronews, vous fait découvrir ce circuit au cœur du massif des Dolomites. Il est 3h30 du matin, le milieu de la nuit. Il faut rester éveillé et vigilant jusqu'à l'aube. Ce sont les premières lueurs de la journée. Il est 6h du matin et la montagne nous offre ce paysage pour aider à recharger nos batteries et continuer à avancer. C'est l'une des parties les plus spectaculaires de la course. Les 3 sommets derrière moi s'appellent Tre Cime di Lavaredo et ils donnent leur nom au Lavaredo Ultra Trail, une course de 120 km et 5800 mètres de dénivelé positif, une course conçue exactement autour de ces blocs rocheux. Et bien voilà, on est avec Maëline qui a traversé l'Atlantique pour venir courir exprès le Lavaredo. Comment ça se passe, Maëline? Très bien, les paysages sont magnifiques. C'est vraiment une belle course. Tout se passe bien, j'ai pas de douleur. La fatigue a accumulé un peu, là, mais sinon, tout va bien. Les kilomètres se font sentir. Il y en a déjà eu 87 et cette partie de la course est vraiment dure. Et il y a encore du chemin à parcourir. Ici derrière moi se trouve ce qu'on appelle une base de vie. Si vous saviez à quel point j'ai envie de m'allonger là et de dormir au lieu de continuer mon chemin. Mais on continue. C'est parti pour la nuit. C'est la 2e nuit de course et il faut puiser dans ses réserves d'énergie et faire preuve d'un peu de persévérance pour finir les 17 km qui restent. Il est 3h30 du matin, c'est pour ça que les rues sont vides. Mais
la mission est accomplie.